Bonjour, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre série Histoire d'Alia avec aujourd'hui Eva Labi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice du département Israël Diaspora. Nous sommes actuellement à Mikvé Israël, près de Holon, c'est au sud de Tel Aviv, comme on le sait, et dans les locaux donc, de l'Alliance israélite universelle, Alliance Kol Israël Haverim. Voilà, c'est le nom en hébreu en effet de l'association. Et on va parler de l'Alia, évidemment, de votre propre expérience, qui est assez particulière, comme toutes les expériences d'ailleurs des personnes qu'on rencontre dans le cadre de cette série. Pouvez-vous nous dire comment vous viviez avant d'arriver en Israël, quelles étaient vos occupations et quelles étaient aussi votre idée relativement à la possibilité d'aller en Israël? Alors tout d'abord, je dois dire que cette idée, cette intention, pour moi, elle est là depuis toujours. Elle est là dans mon projet de vie, elle est là presque dans mon quotidien. Donc je n'ai pas fait un jour le choix de. Pour moi, c'est le prolongement de ma vie. J'ai grandi à Marseille, j'ai vécu en France à Marseille et ensuite à Paris jusqu'à il y a 5 ans. Mais pour moi, c'était la suite du chemin. Alors c'est vrai que je travaillais dans le monde éducatif, que je travaillais pour 2 institutions majeures en France, le Fonds social juif unifié lorsque j'étais à Marseille, et ensuite pour l'Alliance israélite universelle. Donc là, on était plus sur le côté scolaire, éducatif. Avant, c'était plus socioculturel, éducatif, mais aussi social. Donc bon, c'est quand même presque 40 ans d'histoire. Je ne vais pas vous les raconter sur un pied, puis c'est peut-être pas très intéressant. Mais ce qui me semble comme une évidence, c'est que j'étais en chemin pour. Et en même temps, je dois dire que toutes ces années vécues en France, d'abord à Marseille, où je suis c'est une ville à laquelle je suis très attachée, pardon. Vous voyez, ça fait remonter des émotions quand je parle de Marseille. Et puis ensuite à Paris, où j'ai aussi découvert une autre manière de vivre la France. Toutes ces années-là, j'étais complètement implantée dans ces villes-là, dans ce pays-là, dans ce que je faisais. Donc, comment expliquer ce double sentiment? Je ne saurais le faire, mais pour moi, c'était une évidence. Alors peut-être que aujourd'hui, je peux mieux comprendre le sens que ça avait. Et je sais aussi qu'on peut vivre ces 2 dimensions en même temps, sans avoir le sentiment ni de trahir l'une ni de trahir l'autre, et de les apprécier, de les aimer tout autant. En arrivant ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, je connaissais bien ici, puisque en tant que directrice du réseau des écoles de l'Alliance, j'avais déjà beaucoup travaillé avec Kol Israël Haverim, donc avec l'Alliance israélienne, sur des écoles. J'avais porté avec bonheur la création du lycée franco-israélien à Mikvé Israël, donc quand même 7 ans plus tôt. J'avais des collègues avec qui j'avais eu l'habitude de travailler. Je connaissais les lieux, je connaissais quand même assez bien le pays, mais malgré ça... Là, c'est de vivre ici. Voilà. Là, tout a changé. Tout a changé. Qu'est-ce qui a changé d'abord alors? D'abord, la langue. Je ne maîtrisais pas l'hébreu. Je ne pratiquais même pas l'hébreu. Donc, bon, alors c'est vrai que j'avais un peu appris, c'est vrai que j'avais été au Talmud Torah enfant, c'est vrai que je pouvais à peu près lire. C'est vrai tout ça. C'est vrai que c'est une langue que j'entends. Parce qu'elle est prégnante dans tout, quoi, dans ma vie. Mais en même temps, je ne la pratiquais pas. Et puis, je ne pouvais pas travailler en hébreu. Parce qu'on peut faire semblant de comprendre et on peut faire semblant de répondre, mais on ne peut pas faire semblant d'écrire. Ni de répondre à un courrier, à un mail, etc. Et là, ça a été pas évident du tout. Mais d'une part, je sais pas, j'avais une certaine confiance. Dans le pire des cas, je m'arrangerais, quoi, je trouverais des solutions. Et d'autre part, j'ai rencontré ici une équipe formidable de gens qui, d'abord, avaient compris la métamorphose que c'était pour moi que cette Alia, qui avaient compris aussi les enjeux pour moi, mais qui avaient aussi mesuré et compris ce que j'avais laissé et donc ce que j'espérais retrouver ici ou reconstruire ici, etc. Et même si, d'abord ils ont été extrêmement patients, ils ont été extrêmement bienveillants,
Mais il y a eu quand même des périodes où je me sentais sur le côté, quoi, parce qu'ils n'allaient pas non plus passer tout leur temps. Ils étaient là, comme professionnels, payés à faire autre chose que de s'occuper des Valabi, quoi. Donc, ça n'a pas été très simple, mais je sais pas, j'ai eu l'impression que, avec cette aide-là, avec ma volonté aussi, puis surtout avec le projet que j'avais, qui était un projet de venir contribuer à quelque chose, venir apporter quelque chose, ce qui va valoriser aussi ma culture française, la française que j'étais aussi. Et je voulais apporter ce que j'aimais de la France et ce que je trouvais génial, formidable, intelligent, pertinent, ici. Donc, j'avais quelque chose à apporter, je le savais. Et ben, je me suis mise au travail. Je n'ai pas été à l'Ulpan. Donc, il ne faut pas le dire, parce que ceux qui doivent décider de venir, il faut qu'ils apprennent l'hébreu, et vraiment. Mais moi, j'avais la chance déjà d'avoir un travail et d'être déjà dans un milieu que je connaissais et que j'avais déjà apprivoisé. Mais c'est sûr qu'il faut connaître l'hébreu, parce que c'est essentiel pour communiquer, pour comprendre, pour se sentir vivant. Oui, cette langue hébraïque, ce n'est pas seulement un moyen de communication, c'est aussi une porte d'entrée, peut-être, dans la société hébraïque qui se construit. Ouais. Alors, moi, je pense que c'est une langue qui nous dit quelque chose. Et moi, je crois que c'est ça que j'entendais de cette langue, qui fait que même sans avoir été à l'Ulpan, alors bon, maintenant, au bout de 4 ans, je peux parler. Je ne parle pas un hébreu formidable, mais je peux défendre ce en quoi je crois, je peux communiquer de manière journalière comme ça avec les personnes que je rencontre, que je côtoie, etc. Je peux même défendre en réunion quelques idées. Je peux travailler. Mais en même temps, je ne voulais pas perdre de temps. Je voulais, dès mon arrivée, commencer à faire quelque chose. Mais pour revenir à cette langue, c'est une langue qui dit quelque chose. C'est une langue qui porte en elle un projet. C'est une langue qui aurait dû mourir, mais qui n'est pas morte parce qu'elle était vivante dans le projet qu'elle portait. C'est une langue qui s'inscrit dans l'histoire du peuple juif. C'est une langue qui s'est construite. Ce n'est pas une langue qui est tombée du ciel, c'est une langue qui s'est construite, qui porte les racines de cette dimension hébraïque de l'être juif. Et c'est une langue qui propose un rapport à l'autre d'abord, mais aussi un modèle de société. Mais où on le voit dans la langue, ça? Je sais pas si vous... On le voit dans les racines des mots. D'abord, on le voit dans la construction de la langue. On voit comment cette langue s'est construite, s'est enrichie, ses différentes racines. C'est une langue qui permet de parler du quotidien et qui en même temps qui sert à la prière aussi. C'est une langue qui a traversé le temps, qu'on retrouve chez Rachi et qu'on retrouve dans le Talmud et qu'on retrouve, même si à chaque fois, il y a un peu autre chose. Rachi a créé son écriture, mais il parlait de la même langue. Dans le Talmud, on utilise beaucoup l'araméen. Donc, c'est une langue qui s'est enrichie, qui s'est construite pour devenir, d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est un hébreu qui renferme des mots français, des mots anglais. C'est une langue qui se bonifie au fur et à mesure qu'on l'utilise. Et en même temps, qui fait remonter des mots de ses origines. Donc, c'est un carrefour, cette langue. Et bien sûr que c'est une langue qui permet de communiquer, mais de mon point de vue, alors je ne suis pas linguiste, donc je ne pourrais pas vous l'expliquer dans le détail, c'est une langue qui dit autre chose. Par ses racines, comment les mots sont construits, les racines des mots qui portent l'essentiel du mot. Ce n'est pas une langue aussi florissante qu'est le français, par exemple. Lorsque moi je dis quelque chose en français à mes collègues et que j'essaye de le traduire que je le dis en hébreu alors que je pense en français, je fais de très longues phrases. Alors qu'en hébreu, il y a des mots, et on peut utiliser tel et tel type de mots, on a tout dit. En même temps, c'est une langue très riche, très poétique. C'est une langue qui se chante aussi. Mais je crois que c'est une langue qui est riche de... Et malgré toute cette transformation, finalement, un jeune aujourd'hui israélien qui ne connaît pas forcément grand-chose, il parle hébreu et il va pouvoir lire le texte de la Torah, par exemple, oui. et comprendre ce qui est dit, en gros. Alors, il va pouvoir le lire, il ne va pas pouvoir le comprendre, parce qu'il faut des clés. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit dans la tradition qu'on ne peut pas étudier seul. Il faut je veux dire, il peut comprendre le pshat, ce qui est raconté. Bien sûr.
sens simple. Non, je veux dire, c'est l'accès à la langue qui n'est pas perdu. Tout à fait. Absolument. Comme par exemple pour être le grec, pour les Grecs anciens par rapport au Mais grec. je voulais faire justement le rapprochement avec le latin par rapport au christianisme. On parle le français ou l'anglais ou autre chose, et la prière, enfin à l'époque en tout cas, était en latin, une autre langue, une langue qui était plus dans le sacré ou qui avait une fonction. Même si le latin explique le français, etc. L'hébreu, c'est la même, oui, c'est la même langue. Je pense que le roi David, autant prendre des grandes figures, parlait mieux que moi l'hébreu, mais c'était le même hébreu. Voilà. Donc c'est ça aussi. C'est aussi cette attache. Il y a la langue, bon, quand on arrive, évidemment, et puis il y a la société, la manière dont les codes sociaux, comment ça se passe à ce moment-là, comment ça s'est passé pour vous. Bon, vous avez dit que dans votre milieu, évidemment, vous connaissiez, c'était plutôt bienveillant, plutôt facile, mais pour la vie de tous les jours, dans votre manière d'aborder, la manière dont les Israéliens eux-mêmes se comportent? C'était, j'avais envie de dire, ça dépendait des jours. Mais en fait, tout le monde ici a été Olé Khadash, un jour ou l'autre. À part la jeune génération qui est née ici, mais dont les parents venaient de quelque part. Donc il y a cet exercice intellectuel très naturellement de comprendre que l'autre vient d'ailleurs. Le fait d'être étranger n'est pas étranger. Oui. Voilà, exactement. Alors le fait d'être étranger n'est pas étranger. Le fait de connaître une autre langue, ce n'est pas étonnant. Tout le monde ici parle au moins 2 ou 3 langues ou 4 langues, voire plus, quelquefois. Donc il y a ce qui est particulier à chacun et il y a ce qui est collectif et qui se construit comme un collectif. Donc souvent quand on rencontre les gens, la première chose c'est de dire « Ah bon, tu as un accent, tu viens d'où ?» ou « D'où venaient tes parents ?» parce qu'il y en a qui sont aussi nés ici. Et tout de suite, les gens se situent. Mais dans le quotidien, il y a cet aspect-là parce que tout le monde entend que ce rassemblement ici participe de quelque chose. Tout le monde ne met pas les mêmes mots, mais il y a quelque chose un peu de magique quand même dans ce rassemblement, dans ce kibbutz galouyot. Mais en même temps, il y a le fait que quand on est pressé, débrouille-toi, quoi. Fais ta place, débrouille-toi, sois autonome. Bon, tu ne vas pas nous répéter 50 ans que tu ne sais pas, que tu arrives d'ailleurs, etc. Débrouille-toi. Donc, et c'est tout le temps ces deux dimensions. Bon, c'est un peu la personnalité des Israéliens, qui peut passer beaucoup de temps à vous écouter, à vous parler, parce qu'il est curieux, intéressé, et que ça représente quelque chose, et qu'à un moment vous dit allez, marche. Je n'ai pas envie de dire marche ou crève, parce que c'est pas comme ça qu'il l'entend, mais c'est allez, vas-y, fais ta place, travaille, fais ce que tu as à faire, quoi. On ne peut pas te prendre en charge, parce qu'on est en train de construire ensemble quelque chose d'autre. Et donc il faut être dedans, il faut être acteur, et il faut... Et le fait que vous étiez déjà vous aviez déjà pris ce rôle d'actrice, vous aviez cette volonté de l'être, vous n'avez pas eu de difficulté finalement à vous intégrer dans la mentalité ici? Ou est-ce que vous avez eu des moments quand même plus difficiles que d'autres? Ah non, il y a des tas de choses que je découvre. Certaines me conviennent très bien, d'autres pas tout à fait. Lesquelles? Par exemple, peut-être dans la relation à l'autre, il y a quelque chose de la distance qui n'existe pas ici. Tu m'intéresses, donc on est curieux de tout. On peut te demander qu'est-ce que tu as fait hier soir, où tu étais, avec qui tu étais, pourquoi tu étais avec lui, qu'est-ce que tu as fait avec l'autre, comment va ton fils, mais tu sais le mien il est... Tout se mélange. Même quand on ne connaît pas la personne. Même quand on connaît pas. Sur le bus, la personne à côté. Complètement. Ouais. Dans le bus, on va vous interroger, c'est sûr, et vous donner le point de vue que l'on a sur ce que vous dites, parce que sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Oui, les gens peuvent être très intrusifs. Bon, moi j'ai pas l'habitude de ça, donc... Les Français sont un peu plus défendus. Oui, et puis parce que pour moi, il y a la sphère du privé, la sphère du public, il y a ce qu'on fait là, il y a ce qu'on ne fait pas là, il y a ce qu'on dit, il y a comment on parle aux gens. Par exemple, qui à mon avis va être significatif, on se retrouve autour de cette table en pleine réunion. L'adjoint du directeur général nous donne des documents, puisqu'on travaillait sur des documents, et il distribue comme ça chacun. Bien entendu, moi, à chaque feuille qu'on me donne, je dis merci. Alors je dis Toda. Et il continue et je redis Toda. Et à la troisième feuille, je dis encore Toda. Puis d'un coup, il s'arrête et il me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez remarqué quelque chose ?» Les autres disent non, parce qu'on était vraiment dans des sujets sérieux.
Il dit, je vous ai à tous donné 3 pages, personne ne m'a répondu, sauf Eva qui en plus me dit merci à chaque page. Alors les autres se sont mis à rire, et puis il me dit, peut-être que c'est ça en fait. C'est ça la politesse française? Tu as appris ça où? J'ai dit, mais moi c'est normal, je ne me suis pas posé la question. Voilà, quand on croise quelqu'un, on lui dit bonjour. Moi je dis bonjour à tout le monde ici dans le village, ou même dans ma cage d'escalier. Mais puisque ce n'était pas le moment de la rencontre, alors on ne dit pas bonjour, on peut se croiser comme ça. Et si on commence à vous dire bonjour, vous allez finir dans le salon de la personne. Donc voilà, c'est une gymnastique pour moi que de vivre ça. Maintenant, même au niveau professionnel, il est évident qu'on n'a pas les mêmes process de travail, qu'on n'a pas les mêmes cultures professionnelles. Alors il y a des choses que moi je tiens à protéger parce que je crois qu'elles ont du sens. Bon, puis je les propose à mes collègues, qui d'ailleurs au bout de quelques temps me disent « Oui, c'est Eva qui dit qu'il faut faire comme ça. Hein ». Il y a ma manière aussi d'entreprendre ou de penser les choses, qu'ils reconnaissent maintenant. Et dans un échange, quelqu'un dit « Ah, mais Eva était dans cette réunion » parce qu'on entend quelque chose, parce que je répète beaucoup en fait, parce que je fais l'exercice en hébreu, donc je répète beaucoup. Et en même temps, il y a tout ce que moi j'apprends. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement chez vous? Qu'est-ce que vous diriez qui a changé depuis que vous êtes là, depuis 5 ans? Franchement, je n'ai pas l'impression d'avoir changé. Il y a des choses qui ont changé, oui, autour de moi. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir changé, sauf que peut-être que je me sens plus pleine, plus entière. Voilà. Ça, oui, ça a changé. Ça signifie quoi, plus entière? Plus entière, c'est que, vous savez, le mot shalem, qui veut dire plein, entier, qui est aussi la racine du mot shalom, je ne sais pas, il y a quelque chose… Ça signifie aussi la paix. Qui est la paix, bien sûr. Alors peut-être aussi la paix avec soi, avec sa vie, avec je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui fait que j'ai le sentiment d'être dans quelque chose qui se construit, dans quelque chose à venir. Pourtant ici c'est une société moderne, complète, enfin on pourrait penser. Sauf que moi je suis porté par un autre regard sur les choses, par une autre intention aussi, qui est que je ne peux pas me détacher de cette histoire qui m'accompagne tout le temps parce que j'ai l'impression d'être dans l'histoire du peuple juif revenu sur sa terre pour créer une société qui est sa société, sur des valeurs, sur une morale, sur une manière d'être à l'autre, une manière de faire du collectif avec d'autres semblables, mais qui est aussi ce lieu qui me permet d'être au monde, de porter quelque chose de ce qui est en train de se construire, qui n'est pas encore là, mais qui va me permettre aussi d'être dans la relation au monde, la dimension universelle de ce judaïsme qui, pour exister, doit d'abord travailler sa particularité, doit construire son langage pour pouvoir communiquer avec l'autre, avec les autres. Vous diriez que ce qui se construit dans cette société, c'est le vecteur par lequel Israël pourra éventuellement communiquer ce qu'il est particulièrement aux autres. Ah ben oui. C'est ça l'idée. Oui, jusque-là, le peuple juif était éclaté, on était le juif d'un pays, alors bon, je l'ai appris, ça, je veux dire, je l'ai réfléchi, mais bon, je viens quand même d'un courant de pensée français et juif qui m'a aussi amené à réfléchir et à penser cette tradition autrement. J'ai eu la chance d'étudier avec de grands maîtres qui m'ont éclairé aussi, parce que je cherchais, toute ma vie j'ai cherché, longtemps j'ai cherché, je me disais il y a quelque chose qui m'échappe. Et c'est ça que j'ai découvert, le sens des choses. Je ne suis pas là par hasard, je suis là parce que je l'ai choisi, parce que je l'ai décidé, mais parce que ça me portait. Donc, si quand j'étais en France, j'étais une juive française, et même si j'étais française et juive, enfin, je ne vais pas rentrer dans ce… Pour moi, c'est pareil. J'avais ma particularité, mais dans un collectif que je partageais, que j'aimais, auquel j'espère avoir contribué. En tout cas, j'ai été aussi vivante dans ce monde-là.
En arrivant ici, alors c'est vrai que pendant longtemps on dit « Ah, c'est la française ». Oui, bon, je suis l'israélienne française, ok. Mais je sais que ça, c'est en train de changer. Et je sais qu'avec d'autres, on construit cette dimension de l'hébreu auquel on doit revenir. Parce qu'en fait, l'hébreu, c'était l'état attendu de ce peuple d'Israël qui avait quelque chose à construire. Ça s'est coupé, ça s'est arrêté. On est devenu juif, on est même devenu israélite dans certains pays, en France en l'occurrence. En revenant ici, on reconstruit une autre identité qui est l'identité de l'israélien. Et vous savez ce que disait Léon Ashkenazi, le Rav Léon Ashkenazi. Je suis juif, mes enfants sont israéliens, mes petits-enfants sont hébreux. Donc moi, je crois participer à cette construction-là. Sauf qu'on ne sait pas bien ce que ça veut dire, hébreu, finalement, aujourd'hui. Oui. Bon, c'est sûrement pas hébreu à la mode ancienne, on ne va pas revenir à cette... Bon, c'est déjà quelqu'un qui parle hébreu. Sur ça, on est d'accord. L'hébreu, c'est celui qui pense son identité, de mon point de vue. Hein. Alors, on pourrait apporter un autre avis, mais pour moi, et de ce que j'ai appris, parce que je n'ai rien inventé, pour moi, l'hébreu, c'est celui qui construit un collectif qui, au centre de cette intention, c'est de revenir aux valeurs intrinsèques du judaïsme, qui sont les valeurs sociales, la justice sociale, qui sont le vivre ensemble, dans le respect des singularités, mais en même temps avec cette dimension du collectif. C'est ce qui se construit ici et qui est à apporter aux autres et aux autres nations. Alors je ne vais pas dire au monde, ça fait un peu comme ça grandiloquent, mais c'est participer au concert des nations et apporter sa voix, son éthique, sa morale, sa manière de penser l'autre, de penser l'homme dans le monde, sa manière d'être en relation avec l'environnement. On parle beaucoup d'écologie, mais ça aussi c'est une dimension du judaïsme, la relation à l'autre, animal, végétaux, etc. Le judaïsme pense ça, le propose, bon, je vais à l'extrême, mais c'est aussi la relation à l'autre, la relation de l'homme et de la femme, ou de l'homme à la femme, de la femme à l'homme, l'égalité de tous les êtres qui constituent ce monde. Tout ça, ça a du sens, c'est ça le judaïsme. Alors à côté de ça, il y a des outils, il y a des propositions qui sont faites. Le Shabbat, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'inscrit dans une semaine, quel rôle ça a. Et quand c'est à l'état d'une personne ou d'une famille, c'est une chose, et c'est important, mais c'est une chose. Quand c'est à l'état d'une société, ça a une incidence. Tous ces éléments-là qui font la loi, la règle. Prenons le Shabbat par exemple. Oui. Vous me dites, en Shabbat, collectivement ici en Israël, ça se sent la plupart du temps. Oui. Quelle incidence a ça? C'est un rythme. D'abord, c'est un rythme. C'est un rythme. Que l'on soit pratiquant, pas pratiquant, religieux, pas religieux, que l'on respecte le détail du Shabbat ou pas, c'est un rythme. C'est-à-dire qu'on a une société qui vit à ce rythme-là. Et le rythme dans le judaïsme, c'est très important. Pas seulement les rites, mais le rythme aussi. C'est très important. Vous savez, la place du calendrier dans la tradition juive. Donc ça, c'est un rythme. C'est un moment aussi où les gens se connectent à quelque chose. Les uns aux autres, mais aussi à ce qu'il y a autour. C'est une manière aussi de porter toutes ces dimensions-là, la dimension du travail qui a sa place et qui doit y rester, la dimension de la relation à l'autre, la dimension du vivre ensemble, mais aussi la relation à la nature, au rythme, au temps. Tout ça, et de la cessation d'activité aussi. Alors, d'une certaine activité. C'est pour ça que je dis, le travail est à la place. Cette activité-là qui fait que l'homme produit. L'homme n'est pas qu'une machine à produire. Il arrête ça, il devient un être qui fait plus de place au spirituel, aux délices de la vie. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Le Shabbat, c'est fait aussi pour apprécier les choses. C'est bien manger, c'est être dans le plaisir de se retrouver, de se rencontrer, voilà, etc. C'est déjà autre chose. C'est aussi comment toutes les mécaniques, d'un coup,
sont à un autre rythme, où ça se passe autrement. Ça a du sens. Quand vous avez parlé des valeurs, vous avez commencé par la justice sociale. On n'a pas le sentiment, ici, malgré la grande solidarité qu'on peut sentir, de façon notamment des associations, du privé, que ce soit une préoccupation de l'État, par exemple du gouvernement ou de la politique, la justice sociale. Est-ce que vous diriez ça ou est-ce que c'est en tout cas pas forcément plus que dans une autre société développée? Tout d'abord, on va se remettre d'accord. Moi, je parle de l'idéal. Moi, je suis venu pour construire quelque chose, donc ce n'est pas abouti. Donc, il faut bien travailler pour que ça advienne. Mais il y a un souci. Alors, je ne sais pas du politique et de l'État, parce que là, franchement, je ne comprends pas beaucoup. Je fais beaucoup d'efforts, surtout en ce moment, même si j'ai des points de vue, des opinions, je pense les choses, mais je ne suis certainement pas en capacité d'expliquer. Mais dans la société, ah oui, c'est un souci. Ça ne veut pas dire que tout le monde est capable aujourd'hui de donner ce qu'il aurait à donner jusqu'au point où ça lui manquerait pour l'autre, parce que c'est ça donner. Ce n'est pas donner le superflu, c'est donner jusqu'à ce point où ça va peut-être me manquer, mais je le donne quand même. Donc, de manière générale, oui, ah oui, il y a une vraie générosité. Alors, ce n'est pas fait de fanfreluches et de grandes déclarations et de... Voilà, c'est une vraie valeur, il faut que, etc. Non, c'est dans le quotidien. Ici, personne ne mangera sans partager ce qu'il mange. Voilà. Ici, quand on sert quelque chose, on sert beaucoup. Parce que des fois sans que je le sache, il ait besoin de manger. Puis dans le calendrier et au rythme de tous ces moments qui scandent la vie, il y a à chaque fois ce rappel-là. Purim, qui vient de passer, il fallait se rappeler d'offrir quelque chose à l'autre, d'aller donner sa contribution à la tzedaka pour d'autres encore. Alors ça existe. Il y a l'autre dimension qui est quand même de portes très ouvertes, quoi. On vous accueille, on vous reçoit, on vous invite. Moi, je me souviens, on parlait de mon alia, donc, vraiment la première année. Alors là, on savait que je venais d'ailleurs, c'était clair, à peine si je pouvais dire quelques mots. Et très souvent, des gens que je connaissais depuis 10 minutes me disaient « Dis-moi, pour Rosh Hashanah, tu n'es pas seul au moins, tu viens à la maison, hein, tu vas être quelque part. Pour Hanouka, tu as allumé les bougies de Hanouka, tu as allumé avec d'autres, tu viens à la maison. » Vraiment. Et j'étais extrêmement invitée. Et Pessah, etc. Jusqu'à ce qu'on comprenne que j'ai aussi de la famille, aussi des amis, que voilà. Mais vraiment, moi je me souviens, bon, je rentre dans des détails, d'un coiffeur chez qui j'étais, sa femme me commence à me parler, ah oui, tu viens de France, et moi je connais, j'étais à Paris, etc., etc. Puis d'un coup, elle me dit, mais alors tu es seule ici? Je dis, oui. Elle me dit, mais alors où tu vas être pour la fête? Mais dis-moi, c'est dans 2 jours. Où est-ce que tu vas être? Il faut que tu viennes à la maison. Tu sais, il y a mes enfants. Je lui dis, non, mais j'ai aussi ma nièce, ma belle-sœur. Elle me dit, ah bon, tu es sûre, hein? Mais sinon, voilà mon téléphone, tu viens. Et c'était tellement naturel. Et c'est vrai que c'est comme ça. Donc, cette question de la justice sociale, et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que moi, quand j'étais petite, j'ai appris quelque chose qui pour moi, m'a éclairé, je crois, pour tout le reste de ma vie. Vous savez que dans la tradition juive, on attend le Messie, le Mashiach. Bon, alors après, on peut rentrer dans ce qui est le Mashiach, qu'est-ce que c'est que ce concept, etc. Mais, enfant, j'avais découvert quelque chose d'absolument extraordinaire et qui, là, moi, je crois, a été ma colonne vertébrale. Alors que, enfant, j'allais au Talmud Torah et qu'on m'apprenait à bien faire le Shabbat, et à bien manger kasher, et à bien savoir prier, etc., un des enseignants que j'ai eu nous a raconté qu'en fait, pour faire venir le Mashiach, pour l'encourager à venir, il fallait créer de la justice sociale. Je ne m'attendais pas à ça, moi. Je m'attendais qu'il fallait bien faire le Shabbat, ou bien manger kasher, ou bien donner la tzedaka. Bon, mais comme quelque chose qu'il faut faire, comme une obole, etc. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Et là, c'est ouvert devant moi tout un monde. Oui, pour réaliser le projet de la société idéale, etc., il faut qu'il y ait de la justice sociale. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde soit riche. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit gagner la même chose. Mais ça veut dire que celui qui a besoin trouve sa réponse. Celui qui n'a pas va avoir.
parce qu'on partage. Voilà, donc pour moi c'est ça. C'est ça votre idée de C'est l'hiver ça. messianique? Ah oui, ça commence avec ça. Après il y aura tout le reste, parce que j'ai aussi appris d'autres belles choses. Il y aura des gâteaux dans les arbres. C'est-à-dire, il y aura un arbre à baba au rhum. C'est formidable. Voilà, bon. Mais oui, ça c'était ce que je cherchais de cette identité juive, de cette proposition d'être au monde et de vivre le monde et l'autre, et la relation à l'autre. Alors on a compris que vous le trouvez, ça, dans votre environnement ici. Est-ce que quand vous voyez la société israélienne, globalement, ces divisions, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quand même en mouvement, que c'est quand même orienté vers cela, qu'il y a cette énergie qui avance, même si les gens n'en ont pas conscience? Je le crois. Moi, je le crois. Moi, je le crois et je le sens. Dans des petites choses. Ce qui n'empêche pas, parfois, de pester, d'être contrarié, même parfois d'avoir un peu de peine. Mais très vite, je me dis, mais oui, mais ça passe par ça, quoi. Mais oui, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Mais il ne se passera pas quelque chose de l'ordre du miracle pour réaliser ça. Ça, c'est notre tâche à nous. Parce qu'on dit souvent, quand on interroge des gens qui ont fait leur alia récemment, des Français, ce que je vois là ces derniers temps, c'est qu'on me parle des Israéliens. Comme si, bon, il y avait des Israéliens, sous-entendus, qui étaient nés peut-être en Israël, et dont on a le sentiment qu'ils auraient perdu, en partie, cette idée que quelque chose se passe ici de différent des autres pays. Oui, mais ça, je crois que pour travailler beaucoup avec la population all-in de France, je crois que ce sont ceux qui ont pensé, en faisant la ralia, qu'ils allaient arriver dans une société aboutie. Je pense que tout est fait. Alors bien sûr, dans ce cas, non, tout n'est pas fait. Et pas seulement que tout n'est pas fait, mais la question que moi je pose, c'est qu'est-ce que moi j'apporte, qu'est-ce que toi tu apportes, qu'est-ce que l'autre apporte, qu'est-ce qu'on est prêt à apporter aussi. Donc oui, je pense que c'est ça, c'est ceux qui pensent que, parce qu'ils sont sur une... Parce que c'est aussi comme ça que ça se transmet. Ah, quand je serai en Israël, alors ça sera... Oui, ça sera, mais il faut faire aussi. Voilà. Vous êtes israélienne maintenant, vous devenez hébreu, est-ce que vous êtes encore juive? Ah bah oui, mais l'hébreu c'est un juif. C'est pas la même chose exactement quand même. C'est quoi la différence? Mais à partir de quand je suis devenue juive? De l'exil. Voilà. Donc, c'est le nom qu'on a donné. D'ailleurs, tout ça, c'est des noms qu'on donne. Je reviens à la source, c'était à l'origine. Mais je suis juive, oui, bien sûr. Parce qu'on peut considérer que cette identité juive était une identité précisément transitoire de l'exil qui a permis de passer... Non, c'était une partie de l'identité. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, qu'est-ce qu'on construit? On construit une société qui s'appuie sur 3 éléments qui font la nation. À savoir le peuple, donc le rassemblement de ces juifs-là, et des juifs, et d'autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des juifs en Israël. Et les autres ont leur place. Et le judaïsme l'a pensé aussi, ça. Donc il y a le rassemblement, il y a la terre, un espace délimité pour savoir qu'on est bien posé quelque part, et pas en errance, et pas en passant d'un endroit à un autre, etc. Et puis, la troisième chose, c'est cette spiritualité, ce judaïsme, cette identité de la manière d'être au monde, d'être à l'autre, de vivre avec l'autre et de faire société. Donc, qu'est-ce qu'il n'y avait pas en exil? Il y avait juste la Torah, finalement, oui. Et il n'y avait ni le peuple rassemblé. Voilà. Il y avait une partie du peuple, il y avait des communautés, donc il y avait des partis. Des petites embarcations. Voilà. Et puis il n'y avait pas la confrontation au reste du peuple juif, là je parle. Bien sûr que les juifs étaient intégrés, ont participé, ont apporté quelque chose dans les sociétés où ils vivaient, j'espère. Ils ont aussi beaucoup reçu. Ils ramènent d'ailleurs aussi ça, c'est aussi le projet, de ramener les étincelles des génies des sociétés dans lesquelles on était. Et ça a beaucoup de sens pour moi. C'est-à-dire, on ne se construit pas seul et dans l'isolement. On se construit avec ce qu'on apprend, ce que l'autre nous a donné, aussi ce qu'on a un peu été capable de donner. Mais on était quand même, autour de cette dimension d'identité, rattaché, oui, à la Torah. Ce qui a amené aussi à la construction d'une religion juive israélite. Parce que le judaïsme
n'est pas une religion. C'est un mode de vie, c'est une proposition de vie. C'est une proposition d'être au monde, mais ce n'est pas une religion. Alors c'est une religion de l'exil. Est-ce que vous le vivez différemment aujourd'hui, ce judaïsme? Je le vis plus pleinement. Je le vis plus pleinement. Encore le shalem qui revient. Oui, je le vis plus pleinement. Parce que même si je connaissais, j'avais approché cette dimension d'un judaïsme qui n'était pas une religion, qui était beaucoup plus qu'une religion, qui n'était pas juste la relation à Dieu, ça serait tellement facile, non, qui était la relation à cette société à construire, ou dans la société où on vit, parce que le judaïsme propose ça, quoi. C'était la personne que j'étais, mais ce n'était pas la totalité de mon identité. Est-ce que vous pensez que tous les Juifs vont revenir en Israël? Tous les Juifs encore en Galoute? Ça, je ne sais pas, mais je pense, puisque c'est en train de se construire, que la majorité va être là. On n'en est pas loin, paraît-il. Oui, ça oui, a priori, oui, mais plus que ça, quoi, quand même. Pas juste à égalité avec la communauté juive américaine, non. Mais je crois que, vous savez, dans la tradition, il y a une question autour du nombre. On pose la question, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, est-ce qu'ils sont tous sortis? Parce qu'on les a comptés, est-ce qu'ils sont tous sortis? On ne le sait pas. Mais on dit qu'il y en a qui sont morts dans la plaie des premiers-nés. Oui, enfin bon. Après, moi, d'abord, je reconnais à chacun le droit de choisir pour lui-même, sans échelle de valeur. Voilà. Deuxièmement, pour moi, un juif qui vit à Shanghai, à New York, à Paris, à Marseille ou à Djerba, puisqu'il y en a encore, pour moi, c'est le même peuple. Et ça a beaucoup de sens. Après, est-ce que tout le monde doit venir ici? Je ne peux pas le dire, parce que moi, je viens de le décider pour moi-même. Donc, même si c'était en chemin, je ne peux pas parler pour les autres, je ne sais pas. Mais je crois qu'il va se trouver à un moment qu'ici, ça sera la majorité. Et j'espère que ceux qui ne seront pas ici trouveront du sens à ça, que la relation se continuera et qu'ils viendront nous rendre visite. Mais bon. Alors ici, j'ai l'impression que tout le monde a un avis tranché sur tout, mais en même temps, respecte l'avis de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bienveillance par rapport à un point de vue extérieur. C'est curieux comme contraste. Vous connaissez la blague qui dit que quand il y a 2 juifs, il y a 3 synagogues. Donc on est formé à ça. On sait que chacun pense à partir de sa propre tête, de son cœur, de son être, etc. Et que c'est comme ça. À ça se rajoute le fait que chacun vient de quelque part. Donc il y a aussi cette dimension-là. Et tout le monde sait que quand on vient d'Italie, on mange mieux et on sait mieux faire les pâtes que quand on vient d'Ukraine, par exemple. Donc chacun sait, il y a un grand respect de la singularité. Parce que c'est ces singularités qui vont faire aussi société. Par exemple, les Russes qui arrivent, ou les Ukrainiens, ou les Américains, vous sentez quelque chose de commun avec... Entre eux et moi? Oui, sur cet alliage, enfin la manière d'arriver, de la... il y a deux questions. D'abord, moi, je me connecte, même s'il y a énormément de différences, ça va de la culture au physique, parce qu'on se reconnaît. Maintenant, on se reconnaît, puisqu'on n'a pas encore fait complètement racine. Donc, mais moi, je me sens connectée à eux et je suis curieuse de ça. Et je suis heureuse de ça. Et je connaissais déjà avant ça. J'avais déjà rencontré des juifs qui vivaient ailleurs. Et ça m'intéressait. Et vraiment, pour moi, c'est un peu une passion, quoi. Voilà. Moi, j'ai une grande passion dans ma vie, c'est le peuple juif. Ici, il y a cette singularité, mais il y a ce qu'on a en commun. On parle la même langue, avec nos accents et avec nos faiblesses, mais on parle la même langue. On a le même horizon, on est sous le même ciel. Et voilà, on est dans le même lieu. Et on se demande, quand on se rencontre, d'où tu viens. Ah oui. Alors, on se demande d'où tu viens, parce qu'on sait où on va. On pourrait se demander où tu vas, quand tu viens ici, où tu vas. Moi, je pense que ça, on le sait. Même si on ne le dit pas, on sait. On sait qu'on va ensemble. Où allez-vous alors, Eva Labi? On va... Si vous ne l'avez pas compris, depuis 1 heure que nous parlons ensemble, ça m'inquiète, c'est que je ne suis pas très claire.
Moi, je vais dans ce projet, voilà, dans ce projet-là, qui n'est pas seulement d'habiter sur une terre, pas seulement de vivre dans un rythme proposé, etc., pas seulement avec d'autres, mais pour faire avec tout ça, pour construire. L'un à côté de l'autre, ça ne donne pas cette unité que l'on recherche et qui est tellement difficile à trouver et qui fait que, alors là, c'est encore tellement plus compliqué alors qu'on appelle tous de nos voeux cette unité, ben on n'y a pas encore accès, mais c'est ça qu'on construit. Et l'unité, ça ne veut pas dire que l'on va tous se fondre dans un moule. Non, on va garder cette spécificité en tant que personne, en tant que groupe, etc. Mais on va faire cette unité. Parce que pour faire de l'unité, il faut bien être différent. Sinon, ça serait la même chose. Voilà.